Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire que j'avais suivie à la période du grand scandale au Gabon, là, le scandale qui avait pris toute l'Afrique. La jeune jet-setteuse gabonaise vivant en Europe qui était revenue en Afrique sous la directive de sa copine, se faire soigner. Elle souffrait en fait d'infertilité, si je me souviens bien. Et sa copine lui avait indiqué un ganga, l'avait mis en contact avec un ganga au pays. Et en allant se faire soigner, elle était décédée. Vous vous souvenez un peu, on avait même arrêté les gangas là et tout ça. On disait qu'en fait, c'était des faux gangas et tout. Justement, là, à la période là, il y avait un groupe de gangas qui ils étaient sortis. Ils essayaient d'expliquer qu'en fait, il y avait parmi eux des vrais et des faux. Et il fallait faire attention. Et ils essayaient de donner un peu les clés, comment reconnaître un bon ganga et où partir ou ne pas partir. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? À cette période-là, alors, il y avait un ganga qui avait raconté une histoire. Il dit qu'un jour, il était dans son banja. Je crois que comme ça on appelle le temple, non, la famille. Les Gabonais, s'il vous plaît, corrigez-moi si je fais une erreur. Il était dans son banja quand on lui amène une malade. Et la malade, là, apparemment, elle souffrait tout le temps. Donc, c'était du style, là, la maladie vient, ça part, ça vient, ça part. Et ça inquiétait vraiment ses proches. On lui amène le Ngangadi, alors qu'il lui avait dit, non, moi, je vais t'envoyer de l'autre côté. Tu vas aller toi-même voir, la source de ta maladie et la solution. Et tu verras ton remède et tu vas venir nous dire ce que c'est et on va te soigner. Et avant de le faire, il dit qu'il avait demandé les trucs qu'il avait à demander, il avait fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, quand il envoie la fille de l'autre côté, elle ne se réveille plus, donc elle a décédé de l'autre côté. Quand il va alors faire des consultations pour voir ce qui s'était passé de l'autre côté, c'est là qu'à sa grande surprise, il découvre que la fille avait menti sur un point. Elle avait du sang sur la main, donc elle avait tué quelqu'un. Et quand elle est arrivée de l'autre côté, l'esprit de cette personne-là est venu alors à sa rencontre, que bienvenue Lago, comme tu m'avais envoyé ici, c'est bien comme tu es arrivé là, tu vas seulement rester, on va gérer l'endroit-ci ensemble, tu vas aussi vivre la fraîcheur que moi je vis ici. Donc cet esprit avait refusé de la renvoyer. Et le Gangalo qui expliquait qu'en fait, quand les gens partent à l'hôpital, on leur demande est-ce que tu es allergique à un médicament, à la pénicilline ou bien je ne sais pas quoi, est-ce que tu es sous traitement, qu'est-ce que tu prends au cas où tu es sous traitement et tout ça, pour savoir la posologie ou bien pour savoir les médicaments qu'ils auront à te donner, étant conscient que bon, tu as telle chose déjà dans ton corps. Mais si tu mens, on peut t'injecter quelque chose, tu meurs là ou bien, vous comprenez un peu. Donc, c'est ce que ce monsieur-là expliquait. Il disait même que si vous allez à l'église, la même chose, on vous demande de vous confesser. Quand vous avez des problèmes graves, on vous demande de vous confesser parce que ça aide dans votre guérison. Donc, quand vous arrivez chez un ganga, on demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as les mains propres et tout ça. Mais si tu mens, tu ne dis pas la vérité, on va te soigner, ça ne va pas marcher. Et en plus, si on t'envoie de l'autre côté et que l'esprit de la personne que tu avais tuée ou bien des personnes que tu as tuées est très forte, les gars vont aller t'accueillir là-bas, ils vont peut te lâcher. Donc, voilà ce que la petite histoire que j'avais à vous raconter. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. Likons, partageons et commentons. Je viens avec ma deuxième histoire. La première, c'est celle-là que j'avais dit que j'étais allée en province passer le week-end avec mon ami, ma cousine et le chauffeur de mon ami. Et qu'en arrivant là-bas, je suis tombée malade en chemin
Dieu merci que j'étais tombée malade parce que le monsieur voulait me mettre les asticots dans le ventre par rapport sexuel. Grâce soit fut parce que j'étais tombée malade et la maladie a occasionné que je passe mon séjour à l'hôpital. Et après, nous sommes rentrés à la capitale. Une fois rentrés à la capitale, j'ai fui pour le village. En allant au village, j'ai fait 2 ans au village, j'ai poursuivi mes études là-bas, j'ai continué parce qu'en partant au village, j'étais en classe d'examen, donc je suis passée au bac. J'ai eu mon bac. Après l'obtention de mon baccalauréat, il fallait maintenant que j'aille à l'université. Vu que j'avais peur de regagner la capitale parce que je pensais que le monsieur et moi, on devait se revoir et puis je ne sais pas ce qu'il allait me faire. C'est comme ça que ma grande soeur m'a proposé de lui rejoindre où elle était parce que ma grande soeur vit dans la capitale économique de mon pays. En arrivant à la capitale économique, je me suis fait inscrire dans une école supérieure. Et là, on habite dans une cité là-bas. Et à côté de nous, on avait une voisine. La voisine là, je vais lui donner le nom d'emprunt de Odette. C'était la voisine de ma grande soeur. Elle parlait bien avec ma grande soeur. Et elle, il y a Odette, elle avait un petit frère pétrolier que je vais donner le nom d'emprunt, Guy. Et Guy avait un ami aussi que je vais donner le nom d'emprunt, Emmanuel. Donc Guy et Emmanuel, c'était des collègues de travail et puis c'était des pétroliers, des cadres au pétrole, des ingénieurs. Donc c'est comme ça qu'à chaque fois que Guy et Emmanuel qui est son ami venaient, voir leur sœur Odette, Emmanuel s'est intéressé, je l'ai plu et puis il m'a fait la cour, nous sommes sortis ensemble. En sortant ensemble, la relation a pris beaucoup la relation a pris une autre tournure. Et jusqu'à ce que Emmanuel demande à ce que j'aille vivre avec lui. Je dis à Emmanuel qu'on ne peut pas aller vivre comme ça, il faudrait que tu viennes voir Yaoudette et puis demander à ce que j'aille vivre avec toi. Il a fait ce qu'on appelle chez nous le coco. Donc il est venu montrer le corps pour dire que bon, c'est moi qui vis maintenant, nanani, nanana. Il a amené quelques présents significatifs et puis nous sommes allés. Mais j'avais constaté que quand Emmanuel et moi, on se fréquentait, Emmanuel vivait dans une maison de 2 chambres, salon, cuisine, tout à l'intérieur, mais il n'avait pas de femme, il n'avait pas de copine. Bon, certainement il y avait des copines avant moi, mais pendant notre relation, il n'y avait pas de copines. Et puis, Emmanuel, personne ne le rendait visite, même les frères, les sœurs, et pourtant il avait de la famille. C'était souvent lui qui allait chez ses parents, mais lui, pour que les gens viennent passer le week-end, vivre chez lui, ne venait pas. Donc du coup, je me suis dit que bon, peut-être c'est parce qu'il est jeune, parce qu'à l'époque, il avait 38 ans. Donc du coup, j'ai dit parce qu'il est jeune, il a travaillé aussi jeune, il veut se jouir de sa vie, il ne veut pas trop s'empiffer de gens, il préfère vivre seul. Bon, je n'ai pas vu d'inconvénient. Je suis allée m'installer avec lui. 2 jours après mon arrivée chez lui, il m'a dit non, chérie, écoute, tu vois la chambre là, il ne faut pas mettre les pieds là-bas, il ne faut pas rentrer, nanani, nanana. Il m'a donné des interdictions concernant une pièce dans la maison. Et puis, j'ai dit ok, d'accord. Et en me disant cela, il me dit non, c'est pas qu'il y a un problème, mais c'est que c'est ma pièce de travail. Je travaille là-dedans. Il y a des documents très importants là-dedans. Il y a des documents, des secrets de travail et tout. Donc, je veux pas que tu rentres. C'est mon espace privé. C'est rentré, c'est sorti. J'ai dit d'accord. Mais je ne sais pas, dès lors qu'il m'avait dit ça, c'est comme s'il m'avait mis une puce, quoi. J'ai commencé à développer un sentiment de curiosité, en fait. Je commençais à vouloir être curieuse. Un esprit me parle que le gars là, quand il te dit de ne pas rentrer là-bas, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, il ne veut pas que tu vois l'argent là. L'autre esprit dit non, ne rentre pas. Quand on a dit ne rentre pas, faut pas rentrer. Et puis les deux esprits se battaient. L'autre qui me disait rentre, l'autre dit non, l'autre rentre, l'autre. Ça a duré comme ça. Après, j'ai dit Seigneur, j'ai zappé, j'ai oublié. J'ai écouté la voix qui me disait que non, ne rentre pas. Quand on t'interdit quelque chose, il faut comprendre. Donc j'ai écouté cette voix. Donc je suis restée là sans rentrer. Mais je ne savais pas qu'Emmanuel avait placé les caméras. À l'époque,
il avait le téléphone Motorola V3 ou V4, hein, quelque chose comme ça. Le Motorola qui avait la sonnerie qui disait mais décroche chérie, je t'appelle, décroche, décroche. Voilà, le Motorola avait la sonnerie là. Beaucoup de gens ici peut-être vont reconnaître ce type de téléphone dont je parle. Il avait le Motorola là. Donc, il avait relié les deux caméras parce qu'il avait mis une caméra devant la porte de l'entrée de la porte de la pièce que je n'ai pas rentrée et il a mis une autre à l'intérieur. Donc, il a mis les caméras et la caméra était reliée à son téléphone. Et à l'époque, la haute technologie n'était pas comme au 21e millénaire où c'est là. Je dis même qu'au 21e siècle déjà, comme cela. Donc, il n'y avait que des gens qui avaient l'argent, qui étaient fortunés, qui étaient stablement financièrement assis, qui pouvaient s'en procurer ce type de choses. Et moi, je n'avais jamais vu ça et je ne savais pas. C'est maintenant, aujourd'hui, que je me rends compte que, donc ce sont les caméras qui faisaient en sorte qu'ils sachent tous mes mouvements et mes gestes et faits et gestes, en fait. Et moi, je pensais que c'était un divin ou bien c'était un marabout, en fait. Donc, c'est comme ça que, un jour maintenant, au cinquième mois de vie commune, il a oublié le trousseau de clés. Et puis, je vais d'abord vous dire que son trousseau de clés là ne rentrait jamais dans la maison. Ça restait que dans la voiture. Ça dormait que dans la voiture. Une fois qu'il a verrouillé la voiture, quand il rentre là, la clé là, le trousseau là reste que là-bas. Mais ce jour-là, il a oublié le trousseau sur la porte. Et c'est comme ça que l'esprit, je ne sais pas ce que nous les femmes on a souvent, si c'est le péché qu'Ève avait fait depuis le jardin d'Éden là qui nous poursuit toujours, que on développe toujours un sentiment de curiosité. Quand on dit à la femme qu'elle ne touche pas ça, c'est même là-bas où elle veut aller. Quand on dit à la femme que ne prend pas ça, c'est même ça là qu'elle veut prendre. On est comme des enfants en fait. L'enfant, quand tu lui interdis quelque chose, c'est même ce qu'il veut faire. Donc c'est un peu ça. Quand j'ai vu, j'ai dit, la porte est ouverte. Et il a oublié la clé. Je pars, je touche la poignée. C'est bouclé, mais la clé est posée. Je tourne la clé, clac, clac 2 fois. Je pousse la porte, je rentre. Quand je rentre dans la maison comme ça, je vois un bureau. C'est bien ordonné, les livres, le bureau, la chaise. Mais rien de compromettant en fait. Je regarde, je dis, mais le monsieur là me demande de ne pas rentrer ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien de si grave. Après, je me dis, bon, peut-être il y a l'argent. Parce que moi, mon idée, c'était l'argent. Je regarde, je tire un peu les tiroirs, j'essaie un peu de regarder. Mais il y a une petite voix qui me dit, ne fouille pas le bureau de bout en comble. Pardon, on t'a demandé de ne pas rentrer ici. Donc, je me retiens un peu. Et quand je regarde au coin, je vois un coffre-fort. Je me dis quoi? Peut-être c'est à cause du coffre-fort là qui ne veut pas que je rentre ici. Après, quand je veux sortir, juste derrière la porte, à l'angle, je vois une grande glacière. La glacière pouvait avoir 50 kilos. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans la glacière? Bon, du coup, comme on est dans une ville où il y a beaucoup de poissons, le poisson est vraiment ici, là, pata, comme disent les Gabonais chez nous ici au Gabon. Donc, il y a plein de poissons. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Il a acheté le poisson pour quelqu'un, il vient cacher ça ici ou quoi? Voilà, moi maintenant qui va vers la glacière. Vu que la glacière n'était pas filmée, il n'y avait pas le papier film, il n'y avait pas aussi le scotch. Donc, j'ouvre la glacière. Quand j'ouvre, et je vois seulement des choses qu'il ne fallait pas voir. J'ai même peur de dire ce que j'ai vu là où je suis en train de parler là, parce que j'ai vraiment peur. Je vois seulement les langues, les oreilles, les yeux, le pipi des femmes, des hommes, tout. J'ai dit, waouh, Seigneur Jésus, tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Voilà moi qui crie, oh Seigneur, je sors de la pièce en sanglots, en courant précipitamment. J'oublie même de reboucler la porte, je claque seulement la porte, je sors.
Mon but, c'était d'aller directement, je vous assure, ce n'est pas les histoires que quelqu'un m'a racontées ou bien c'est des histoires de quelqu'un que je raconte ici. C'est ma propre histoire. Mon propre histoire, autant pour moi. C'est mon propre histoire que je raconte. Ma propre histoire, qu'est-ce que j'ai dit? Ah Seigneur, c'est ma propre histoire que je raconte parce que c'est mon vécu. C'est mon vécu. Beaucoup de gens de ma famille connaissent cette histoire-là. C'est comme ça que j'ai couru, je suis rentrée. La seule idée que j'avais dans ma tête, c'était de prendre un sac à main de femme, là, les sacs des dames, là, fourre-tout, mettre 2 de mes bikinis, 2 de mes caleçons, 2 de mes robes, n'importe quoi, et puis pour enfiler mon jean, bouger de cette maison. Les amis, quand je sors de la chambre, le monsieur est déjà au salon. Je longe le couloir. Quand je rentre au salon, il est là. Boum. Je fais tomber mon sac à main. Je panique, je tremble. Je dis, ah Seigneur. Je commence à me mettre à pleurer. Ah, s'il te plaît, pardon, je n'ai pas... Il me demande qu'est-ce qui se passe, ironiquement, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé, excuse-moi, pardon, je n'ai pas fait exprès, pardon, excuse-moi, pardon, je t'en supplie, excuse-moi, je t'en prie. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je me suis mise à pleurer, me mettre à genoux, ramper sur ses pieds. Il me retient par la main, il me dit, viens, tu vas m'expliquer ce qui se passe. Il me dit, tu rentres, il m'amène vers la porte là. Il me dit, tu rentres à l'intérieur. Je continue à pleurer, je t'ai expliqué, s'il te plaît, je n'ai pas fait exprès, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Il me fait rentrer dans la pièce là. Les amis, c'est pas mes histoires que je vous raconte, j'ai fait le témoignage à l'église, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu, parce que Dieu m'a ramené de loin, il m'a racheté de loin. Il me fait rentrer dans la maison, dans la chambre là. Il ferme la porte là, à clé. Il me dit, tu as touché à cette... Mais puisque moi-même, quand je suis partie, j'ai balancé, ça m'a beaucoup. Donc je n'ai même pas cherché à bien fermer la glace, à fuir. Je pensais fuir. Il vient, il dit, tu as ouvert, je t'avais défendu de ne pas rentrer ici, mais tu m'as quand même désobéi. Femme, qui es-tu de me désobéir? J'ai pleuré, oh yo, pardon mon frère, excuse-moi, oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, si c'est le diable ou comment, oh, pardon, je t'en supplie, pardon, j'ai pleuré comme un bébé de 2 ans, comme si on m'avait fouetté, comme si on m'avait frappé. Lui-même, il a pris la glace et il a balancé sur le sol. Donc, j'en shooté, renversé en fait. Tout est tombé. Maman! Quand c'est encore tombé là, j'ai dit ça y est, ce sont mes derniers jours que je suis en train de compter. Il me dit, c'est ce que tu voulais voir, non? C'est ça, non? C'est ce que tu voulais voir? Il m'a attrapé par la main. Il m'a sorti de la chambre. Il m'a amené dans la chambre où on dort. En arrivant là-bas, il me dit, déshabille-toi. Hein? J'ai dit, ça y est, tu vas me tuer nu, hein? Il dit, déshabille-toi. Je vous assure, les amis. Un œil est sorti de l'orbite. L'œil gauche est sorti de l'orbite. L'œil droit est sorti de l'orbite. Tous les 2 yeux seront sortis de ces orbites. Les yeux étaient bien rouges. Comme un démon. Il dit, déshabille-toi. Il a hurlé. Moi, avec la peur. Je commence à me déshabiller. Il dit, rentre dans la douche. Eh Dieu, rentre dans la douche. Va te laver. Hein? Mon ami, tu vas me tuer sous la douche. Donc tu me fais rentrer dans la douche pour m'égorger. Il dit, tais-toi. Quand je vais parler, il dit, tais-toi, rentre dans la douche. Allume-le et tu te verses de l'eau, tu te laves. J'ai dit, tu vas me tuer sous la douche, Seigneur. J'ai dit, tue-moi ici, je ne vais pas crier. Il dit, rentre dans la douche.
Après, il me dit, bon, ferme la douche. Quand je rentre comme ça, il dit, ne ferme pas. Je vais mourir sous la douche. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qui m'a maudit, qui m'a maudit, j'ai fait quoi? Ça, c'est quelle malédiction que je traîne. Je fuis Libreville pour le village. Je pense que là-bas, c'est bien. Oh, je quitte au village pour ici, là, je vais encore trouver la même chose. Mon Dieu, ça, c'est quelle malédiction. Je suis rentrée. Il dit, tais-toi. Quand je parle, il dit, tais-toi, je tremble. Je suis partie me laver. J'ai même mis du temps là-bas. Il me dit, depuis là, c'est pas fini, je n'ai pas terminé de laver. Je suis sortie. Les amis, l'histoire là, j'ai témoigné à l'église, j'ai fait le témoignage. Je suis sortie de la douche. Il me dit, essuie-toi. Je me suis essuyée. Oh, Dieu. Dieu est merveilleux. Il me dit, monte sur le lit. J'ai dit, tu veux me tuer avec le thé derrière, tu veux m'étrangler ou m'étouffer. Par asphyxie, je vais mourir. Il dit, tais-toi, monte sur le lit. Je suis montée sur le lit. Comme je vous parle là-haut, c'est pas un film que je regardais, un film d'horreur ou ma propre vie à moi. Je suis montée sur le lit. Quand je monte sur le lit, il me dit, il se déshabille, il me dit, je vais faire l'amour. Il dit, tais-toi, tu peurs quoi? Je vais faire l'amour. Et tu le fais convenablement et bien correctement. C'est pas les histoires que tu fais. Oh Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai tué qui pour mériter ça? Dieu. C'est comme ça que je faisais déjà ma dernière prière. Seigneur, reçois mon âme, reçois mon esprit, reçois mon corps. Je sais que j'ai péché. Donc je fais la dernière prière en fait. Que si je meurs là, au moins comme on dit toujours que quand tu pries avant de mourir, tu iras au ciel. Donc j'ai commencé à faire. Il me dit, allez, fais. Il me dit, tu fais bien, si tu ne fais pas bien. Est-ce que je connais si j'avais bien fait ou je n'avais pas bien fait? Avec la peur, je tremblais, je fais comment? Je suis maintenant là-haut, si c'était bien ou c'était pas bien, je ne connais pas. Et après, il commence à me dire, il est là. On fait les rapports maintenant. Puis il commence à dire. Mais il commence à me faire des câlins, les bisous sur le cou, partout. Je m'occupe pas. Je dis, Seigneur, aide-moi, parce qu'après, il va prendre l'oreiller pour m'étouffer. Après, il me dit, tu sais, moi, je t'aime. Il a crié, je t'aime peut-être plus de 10 fois. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas te faire du mal. Si je voulais te tuer, c'est le puits. Tout le monde dort des jours et des jours. Ça fait combien de temps on est ensemble? On dort sur le même lit. Il y a des fois même qu'on m'appelle, il y a des commandes, je me lève, je pars arriver, je reviens, je te trouve, tu dors. Si je voulais te tuer, j'allais te tuer depuis. Depuis, je te dis bien, il y a des jours où tu dors. Je pouvais même mettre un somnifère dans ton verre. Je t'entraîne hors de la vie, je n'ai pas fini avec toi là-bas. Même depuis quand tu vivais chez ta grande soeur, je pouvais te tuer depuis chez ta grande soeur. Je t'ai amené, ni vu ni connu. Mais si je t'ai amené vivre avec moi, c'est parce que je t'aime. Voilà pourquoi je ne voulais pas que tu rentres dans cette pièce. Parce que je ne voulais pas que tu voies ce que je fais. Il dit oui, je travaille. Mais je suis aussi un agent secret des choses mystiques, des choses bizarres. Je ne voulais pas que tu vois ça. Femme, qui es-tu? Pourquoi tu as été trop curieuse? Il a commencé à pleurer. Que je t'aime tellement que je ne peux pas te faire du mal. Je ne peux rien te faire comme mal. Mais je ne sais pas ce qui t'a pris. Pourtant, je t'ai prévenu de ne pas rentrer là-bas, de ne pas arriver là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Il a commencé à pleurer. Ça, c'est après qu'il a terminé d'éjaculer, qu'il disait déjà tout ce que je t'ai dit. Je vous dis là, moi-même, je ne sais même pas si je suis rentrée. J'ai eu mon orgasme ou pas. Atteint mon orgasme ou pas. Je ne sais pas parce que moi, je n'étais même plus là-dedans. Mon esprit était apathie, mon corps était apathie. Là où j'étais sur le lit, j'étais morte. Donc, tout ce qui s'est passé là, je n'étais plus là. J'étais dans un autre monde. Donc, c'est comme ça qu'il a pleuré, il s'est allongé, j'étais allongée. Il a commencé à dire, je t'aime, il ne faut pas avoir peur, je ne veux pas te faire du mal, je ne veux pas te tuer. Si c'était pour le faire, je l'aurais déjà fait depuis. Je t'aime tellement que je ne peux pas te faire du mal. C'est plus fort que moi. C'est comme ça qu'il a commencé à me raconter sa vie quand il était jeune. Il sort d'une famille démunie où tout était difficile et il avait promis à sa maman qu'il devait réussir. Donc il a pris l'ascenseur. Il n'a pas voulu prendre les marches d'escalier comme les autres parce que les marches d'escalier c'était trop long. Il a pris l'ascenseur pour vite arriver. Donc aujourd'hui, il ne se voit plus vivre dans
La pauvreté, en fait, il ne se voit plus. Vaut mieux même il meurt que de vivre pauvre. Parce que le sommet qu'il est arrivé là, il ne peut plus redescendre. Donc, il m'a expliqué. Il m'a dit, j'espère que je ne vais pas te faire du mal, je ne veux pas te tuer, je ne vais rien te faire. Mais je ne veux pas que tout ce qui s'est passé ici sorte de cette pièce. Tu gardes ça pour toi. Il m'a dit, le jour que tu vas dire, ça veut dire que tu as choisi ta sentence. Tu gardes, que ça soit ami, connaissance, peu importe la personne, tu ne dis à personne, tu avales ça pour toi et tu digères ça. Maman, mais je ne vais rien te faire. Et je veux que tout redevienne comme avant dans la maison. Tu deviens la même personne que j'ai connue dès le début. Pas de changement. Malgré ça, je n'avais plus confiance en lui. Ma vie a changé, les amis. Depuis ce jour, ma vie a été basculée, bouleversée. Je mourais à petit feu parce que après, il s'est habillé, il est parti. Il dit, je te fais confiance. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Il est sorti. Je suis restée de la position qu'il m'avait laissée là, jusqu'à ce qu'il est revenu m'a trouvé au même endroit, la même position, sous les deux, nu comme il m'avait laissé, comme un veritaire. Je n'ai pas bougé. Je suis restée dans la maison là pendant 2 semaines, statue, sans rien dire, sans rien faire, parce que j'avais peur. C'est lui qui me réconfortait. Mais non, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Mais malgré ça, je mourais. J'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à faner. J'ai commencé à être bizarre parce que j'avais un lourd secret en moi que je ne pouvais dire à personne. Je pouvais partager à personne parce que je m'étais dit que si j'ouvre la bouche, c'était la fin de mes jours. Et même si je fuyais, je devais fuir où? Au village, là-bas, il était capable de prendre le bateau, venir et prendre le train, me rejoindre et finir avec moi. Même si je fuyais ou dans le Gabon, là, il pouvait envoyer les mercenaires, je ne sais qui terminait avec moi, même par empoisonnement. Donc, même si je m'étais beaucoup mise des idées à la tête que j'ai dit, même si je sortais hors du Gabon, il est capable de payer les gens, m'empoisonner, mourir. Donc, du coup, je suis restée à mourir à petit feu. Je commençais à faner, à déprimer. Malgré que quand je me retrouvais avec ma famille, ça riait, ça blaguait. Mais au fond de moi, j'étais morte. J'étais morte. J'étais paralysée. La vie n'avait plus de goût parce que je dis, Seigneur, je me retrouve où? À tout moment, dans ma tête, je pouvais m'imaginer qu'à tout moment, je pouvais mourir comme ça. Je dormais même avec qui à côté de moi. Donc, il m'a dit oui, malgré que je sois ingénieur, mais c'est pas moi qui fais le travail. On vient seulement me donner et moi, je vais l'ouvrir. Donc, imaginez-vous, les amis, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai eu une dépression qui ne disait pas son nom. J'ai déprimé, je mourais à petit feu. Et j'étais condamnée à être avec lui dans la même maison, dans la même situation, sans dire mot à qui que ce soit. Jusqu'à ce que on a roulé comme ça pendant 2 ans. Ma soeur me disait, oh, mais tu es aisé, ton gars a l'argent, mais pourquoi tu ne te réjouis pas? Je ne pouvais pas dire quelque chose. J'étais seulement là, les choses là ne m'intéressent pas. J'étais morte dedans, moi. Donc, c'est pour vous dire que, les amis, quand on nous dit que n'allez pas là-bas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. En fait, c'est la leçon de morale que je veux nous faire comprendre. Parfois, il faut éviter. Quand tu viens avec quelqu'un qui te dit ne touche pas à ça, ne va pas là-bas, ne regarde pas. La curiosité là peut faire en sorte qu'on perd nos vies comme ça, bêtement. Donc, dites-moi, si ça a été vous à ma place, que feriez-vous? Dites-moi cela dans les commentaires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille DMG. Bon, je viens aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue. Bon, en 2013, j'ai fait la connaissance d'une amie, d'une grande sœur qui avait un restaurant en face de chez moi. Et cette amie-là avait son mari qui bizarrement, que j'aimais pas beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas du tout. Parce que je le trouvais impoli, insolent, surtout vis-à-vis de mon ami. Donc je ne voulais jamais avoir de problème avec lui.
À chaque fois qu'on était avec sa femme, il m'offrait des biens, il m'offrait des casiers. C'est-à-dire qu'il refusait à sa femme, mais à moi, il voulait toujours offrir beaucoup plus. Et je refusais, je disais non, merci, j'ai pas besoin. Jusqu'à ce que je change de quartier. Je déménage, je vais dans un autre quartier. Maintenant là, ce qu'il faisait, même avant que je déménage, ça veut dire que la nuit, pendant que je croyais parler à mon ami, c'est en fait lui qui se faisait passer pour sa femme. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas à sa femme que je parlais, c'était plutôt à lui. Et je l'ai menacé, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, mais ton mari se fait passer pour toi. Parce que voici ce qu'il m'écrit à une certaine heure. Et toi et moi n'avons jamais parlé d'un sujet comme ça, du coup, je sais que c'est lui. Donc dis-lui d'arrêter. Ensuite, j'ai dû le dire finalement au père de mes enfants pour qu'on aille le menacer. Ce qui a été fait. Et des années plus tard, moi je me suis séparé, donc j'ai déménagé. Et étant donné que j'ai déménagé, maintenant le mari de cette dernière-là, il a continué, maintenant il venait m'espionner, il se cachait dans la brousse, ou bien quand je suis dans un restaurant, ou bien dans un bar, il demande aux gens de m'offrir. Mais j'avais toujours ça dans ma tête. Je demandais toujours, ça venait de qui avant de toucher? Et on me dit, c'est ce monsieur qui est là-bas. Je dis, non merci, ramenez-lui sa chose. Ça c'est une parenthèse, parce que s'il veut faire long, bon, c'était pour vous montrer un peu comment ça va se terminer. Donc un jour, j'étais avec sa femme, on était assises. Et elle a dit, ah voilà mon mari qui arrive. J'ai dit, ah mais tiens, tant mieux, fais-lui une place pour qu'il s'asseye. Automatiquement, quand il est venu, il a tapé sa femme, il a commencé à la battre. Moi j'étais tellement choqué. Et il est remonté dans sa voiture. J'ai dit à ma copine, remonte, va monter dans la voiture. Parce que papa il va venir te faire un scandale ici. Et le monsieur qui sort, il commence à m'agresser verbalement. Du coup, ça en est suivi une dispute. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je peux vous faire comprendre, c'est que il m'a dit à un moment donné, toi là, même s'il faille que je te viole ou bien je paye quelqu'un pour te kidnapper pour coucher avec toi, je vais le faire. Mais ne t'inquiète pas, comme tu ne veux pas de moi là, ce soir tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Donc moi, on était énervé, donc je pensais que c'était une blague. Je suis couché chez moi aux environs de 5h, 4h moins. Parce que le monsieur qui apparaît dans ma chambre. Donc moi je suis saute. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Il dit, je t'ai pas dit. Je t'ai dit que tu allais voir ce que j'allais te faire, non? Tu vas voir. Et tout d'un coup, parce que dans ma chambre, il y avait la douche. Tout d'un coup, la porte de ma douche s'est ouverte et mon papa, qui est décédé, est sorti, mais avec une lumière tout autour de lui, une lumière blanche. Et puis mon papa lui a dit, c'est ta dernière fois que tu viens harceler ma fille, jusqu'à tu viens en esprit pour harceler ma fille. La prochaine fois, tu vas plus retourner dans ton corps. C'est parce que je connais ta femme et que ma fille et ta femme sont amies que je vais laisser faire pour aujourd'hui. Que ce soit la dernière fois que tu t'en prends à ma fille mystiquement, bien spirituellement. La prochaine fois, tu n'auras plus, tu vas errer jusqu'à ce que on te déclare mort chez toi à la maison parce que tu n'auras plus le temps de revenir dans ton corps. Fais-moi confiance. Et il a disparu. Mon papa aussi est rentré dans la douche d'où il est sorti. Je me suis levé, je regarde, mon papa n'est pas là. Du coup, quand il se réveille à côté de sa femme là-bas, il dit à sa femme, mais ton ami là, qui est un monsieur. Donc il lui a demandé, mais comment pourquoi tu es effrayé? Il dit, non, il y a un monsieur qui est venu m'effrayer. Il dit, ah, du coup, tu es parti mystiquement attaquer la fille. C'est bien fait. C'est son papa que tu as trouvé auprès d'elle là-bas. Que celle-là, on ne l'attaque pas. Tu as eu la chance. Donc vous voyez un peu pour dire que il y a des gens qui sont vraiment méchants. Ça veut dire, toutes ces années-là, il a tout fait pour pouvoir me posséder. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'aimais pas. Souvent même, il me donnait, il enlevait 1 million. Il dit, tiens, je te donnais 2 millions si tu couchais à moi. Jusqu'à un jour, ma copine m'a dit, ah mamie, mais il faut accepter et puis on va partager l'argent. Je dis, moi, je ne suis pas né comme ça, je ne saurais jamais faire ça. Tu es mon ami. Si ton mari ne s'occupe pas de toi, ça c'est votre problème. Mais moi, je ne vais pas coucher à lui pour prendre son argent. Pourquoi? Et puis venir partager avec toi, c'est quel comportement? Vous voyez? Donc, faites un peu attention aux gens qui vous draguent là. Aux gens que vous savez que vous n'aimez pas. Et ne bouffez pas leur argent. Ne permettez même pas qu'il y ait une acquaintance vis-à-vis de ces gens-là. Ok, merci, partagez, like, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Ok, je veux rencontrer mon histoire.
ce qui s'est passé avec moi-même personnellement dans ma vie, c'est que c'est cette année même que j'ai eu à surpasser cette histoire. Alors tout commence vers la fin de l'année de 2023. Je travaille dans une structure très grande, un projet. J'étais un haut cadre là-bas dans cette société. Alors, un jour, il y a un monsieur qui avec amené ces trucs-là, ces engins là-bas. Il avait des problèmes avec son employé. Et je faisais aussi comme j'étais un cadre au cadre et son employé était un ami à moi. Et j'avais voulu intervenir dans cette histoire. Alors, j'ai essayé d'intervenir la première journée. Le père, là, lui, il avait refusé. Bon, son employé, lui, il avait refusé de m'écouter. Et puis, son patron, à lui, donc maintenant, a essayé de me calmer. Et puis, il m'a remis une somme de 1000 francs. Ces 1000 francs dont il m'a donné, ces 1000 francs. Il m'a dit, tiens, prends la bière. Comment je ne bois pas la bière? J'ai pris les 1000 francs là, j'ai donné à un ami, j'ai dit que bon, voilà l'argent, peut-être que toi tu peux donc aller boire la bière avec. Parce que l'intention qui m'a été donnée était que j'aille donc acheter la bière. Et comme moi je ne bois pas la bière, bêta donc je donne à une personne qui boit la bière. Ok, il est parti. 3 jours après, il est revenu, toujours dans les mêmes problèmes. Alors, ce même jour, il est revenu, on a essayé de causer avec lui, avec ses employés, parce qu'il y avait 2 employés. C'est là où je constate qu'à la fin, quand on finit, il enlève une somme de 10 000 francs, il me remet. Cette somme de 10 000 francs, j'ai mis ça dans ma poche. Je croyais que c'était du rien. Donc, je suis parti. Et cette somme d'argent de 10 000 francs, je peux vous jurer que ça m'a ruiné. Ça a ruiné toute ma vie. Parce que quelques jours après, pas quelques mois même, quelques jours après, j'ai été licencié dans cette entreprise pour rien, sans motif. Licencié, et le jour de mon licenciement, un voleur est rentré dans ma maison, il a volé l'argent chez moi, près d'1 million, plus d'1 million même, pas près, plus d'1 million 500. Et puis, après, je suis parti, en tout cas, dans une autre localité pour aller me reposer et faisant donc comme j'étais troublé. Ça m'a trop choqué. Et puis là-bas aussi, dans un endroit où je n'avais même personne. Personne ne connaissait où j'ai parti. Là où donc j'ai eu encore un grand problème qui m'a amené jusqu'au commissariat. Et c'était un problème de 4 800 000. Alors donc je paye cette somme d'argent et puis sinon j'allais partir en prison pour rien. J'ai vendu tout ce que j'avais investi, ce que j'avais gardé comme investissement, un terrain que j'avais acheté et puis ainsi de suite. J'ai tout vendu pour pouvoir sortir de cette cellule. Alors, je sors de la cellule. Le bon monsieur donc maintenant m'appelle. Il appelle un jour. Bon, moi, ignorant donc de cette situation, je croyais que c'était seulement la vie qui m'avait amené seulement comme ça. Parce que dans la vie, il y a de haut, il y a de bas. Alors, le bon monsieur me propose donc d'aller travailler pour lui chez lui. C'est là où donc j'étais content. Ma famille, j'ai informé, donc j'étais donc avec ma tante. Parce que après avoir sorti de la cellule, je suis directement rentré chez ma tante dans une autre ville. Alors vous allez m'excuser, il n'y aura pas d'indice ici, dans toutes ces vidéos, dans toutes ces audios, pardon. Alors, j'ai dit à ma tante que j'ai eu un travail avec un tel monsieur, un tel ennemi, et puis ma tante me dit que fais très attention avec ces gens parce que ce ne sont pas des bons gars. Parce que quand tu travailles avec eux, c'est la mort qui te guette. Ils peuvent te prendre comme ça et puis à la fin, tu vas rentrer, on va dire que tu es mort, que tu es décédé. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je décide donc maintenant d'appeler son ancien employé pour demander est-ce que ça va,
qu'est-ce qui va pas? Il m'a dit que ça va. Maintenant, après, j'ai dit que il faut que d'abord que je rentre chez moi. Chez moi dans la maison, dans ma propre maison, parce que moi je suis marié avec mes 2 enfants. Alors, rentre à la maison, j'ai commencé à avoir les problèmes qui s'entassaient. Des convocations par-ci, par-là, je ne parvenais même pas à trouver du travail. Je n'avais rien comme ça. C'est là où je pars donc consulter, comme je suis au village, je suis allé demander à l'un de mes oncles, voilà, ce que c'est. On peut voir, on dit que non, il y a une telle personne là qui t'a attrapé, il a voulu même, tu as la chance qu'il a voulu même te vendre. Parce que si tu partais là où il t'avait appelé, c'est qu'il allait te vendre là-bas. Tu n'allais pas rentrer avec ta vie. C'est là où précipitamment, donc, je prends donc le voyage, je prends donc la voiture pour aller dans une autre localité où on a travaillé pour moi pendant 7 mois. En train de travailler uniquement pour moi, jusqu'à ce qu'un jour, le travail fini, on égorge maintenant un mouton noir. Et c'est là où donc mon corps, c'est comme si on m'a déchaîné de la chaîne. Je vais vous assurer que pendant la période de transitoire où on me faisait ce que je ne pouvais même pas faire soulever même un 500 francs. Si ce n'est que peut-être que quelqu'un qui met de cadeaux et puis quoi que ça. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes dans ma vie, jusqu'à. Après, maintenant, on m'a scellé, on a travaillé. Et je peux vous assurer, l'histoire là n'est pas. J'ai juste voilé parce que je ne voulais pas dévoiler tout. Mais le conseil que je peux donc aujourd'hui dire, quand on travaille dans une entreprise, là même parce que mon corps était franchement blindé, comme les gens disent souvent. Mais sinon, je peux vous jurer que dans une entreprise, quand vous travaillez, souvent l'argent qu'on vous donne peut vous amener là où vous ne connaissez pas. Parce que c'est trop dangereux. Et aujourd'hui, le dehors n'est pas. Surtout quand quelqu'un enlève l'argent pour rien et vous donne. Surtout ça là, c'est très mauvais. Vous êtes un employé exemplaire parce que vous avez de l'énergie positive, vous dégagez de l'énergie positive. Les gens de cercle là, s'ils vous voient, ils vous donnent un peu d'argent et qu'ils rentrent chez eux, ils voient que l'argent qu'il vous a donné, il a eu beaucoup d'énergie avec. Il peut vous rechercher après. Donc c'est pas facile. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas eu un autre emploi après ça. Et je suis en train de me battre comme ça avec ma famille. Je me bats tous les jours à trouver de quoi manger et autres. Sinon, ce que j'ai économisé pour mes enfants, pour la santé de ma femme et mes enfants et moi-même. Je vais vous assurer aujourd'hui, je n'ai même pas un rond. Ça a ruiné ma vie. Ruiné comme vous pouvez en prendre. Chaque jour, je prie Dieu qu'on me donne, que je retrouve ne serait-ce qu'un travail. Dans la société, j'ai voulu même aller encore dans la société où ces choses m'ont arrivé. Je me demandais même si je peux être même un simple manœuvre ou je sais pas quoi. C'est un projet, donc. Alors, mais les gars quand même m'aiment trop. Après mon départ, même ceux qui m'ont licencié, ils ont eu trop de la peine à voir ceux qui m'ont remplacé avant. Ils ont licencié plus de 4 personnes après moi. Alors, je conseille donc à la jeunesse et à tous les gens, à tous les êtres, à tous les jeunes surtout, de se méfier. Parce que quand quelqu'un rit avec vous, ce n'est pas parce que vous êtes gentil, vous êtes intelligent. Vous êtes intéressant. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le cercle, s'ils vous voient, vous dégagez des énergies positives, on peut facilement vous tuer. Alors, il y a une partie donc de l'histoire là, si je parle, je suis sûr que ils peuvent donc entendre, mais je ne veux pas ça. Mais quand même, j'ai failli beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire.
Bonsoir DMG, bonsoir à tous. Je viens encore une fois de plus avec une histoire mystique qui m'a été racontée par ma maman, qui elle aussi lui avait été racontée par sa grand-mère à son époque, quand elle était jeune. Voilà, voici l'histoire. C'est l'histoire d'une dame veuve qui était dans la sorcellerie. Voilà, la dame dans la sorcellerie, c'est elle qui avait, apparemment, à ce qui s'est dit, c'est elle qui avait tué son mari. Bon, il ne lui restait que ses filles. Elle, dans la sorcellerie, il est question de donner des gens des têtes et tout, et que se partage en sacrifice, et puis chacun rentre avec son morceau. La dame, donc fatiguée de tout cela, elle a décidé de ne plus... Elle était là, fatiguée de cette vie-là. Tous les soirs, il faut sortir. Elle est là, vieille, le corps pèse. Il reste ses filles. Autant mieux se concentrer dans son champ et ses filles vivre sa vie paisiblement. Ce qu'elle a donc décidé de faire, c'est de ne plus manger ce qu'on lui donnait là-bas. Elle a décidé de mettre tout ce qu'on lui donnait dans un grenier, dans une marmite, grenier hermétiquement fermé. Elle a interdit à toutes ses filles d'y s'y rendre, ni de toucher à la marmite, de toucher quoi que ce soit dans le grenier. Elle est la seule à entrer là-bas. Ce que ses filles ont respecté. C'était dans son tour de donner. La dame vient, elle regarde. Oh, ma première fille, elle ressemble beaucoup à ma maman. Oh, l'autre ressemble à ma grande-sœur, l'autre ressemble à son père. Ah non, celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est ma préférée. L'autre, non, elle est travailleuse, elle a plusieurs filles. Elle dit, je vais réfléchir. Réfléchir. Le soir, bien, ses copines viennent encore en esprit qu'on parle à réunion. Et puis, elle dit qu'avancez, j'arrive. J'arrive. Je tiens à rappeler ici que l'histoire se déroule au Cameroun, dans un village dans le centre du Cameroun. Elle dit à ses filles, elle dit à ses copines, avancez, j'arrive, je réfléchis parce que je ne peux pas venir là-bas commencer à bégayer devant la chef et tout. Je dis, ok, ma chef. Réfléchis donc, on t'attend. Le jour-là, elle n'est pas là, non. Le lendemain, ses copines viennent par la fenêtre. Elle était la seule à écouter ses copines l'appeler. Ah, mais c'est comment? C'est l'heure, il faut qu'on y aille et tout. Tu sais que nous, on est là, on a soif depuis, tu dois nous donner à manger. Tu es là, tu tournes. Ah, avancez, j'arrive, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, c'est tout. C'est pas que je ne veux pas donner. Les dames partent, il n'y a rien. Elles viennent donc en journée. Hey, tu connais qu'il y a les délais. Si tu ne donnes pas, on va prendre. Tu connais, non? Elles sont venues en journée physiquement, mais les filles ne savaient pas de quoi il était question. Il faut vite réfléchir. Tu connais la chose. Elle ne blague pas avec ça. Hein? Il faut réfléchir vite. Il faut que d'ici ce soir, tu nous donnes une réponse. Parce que voilà ce qui a été dit là-bas hier soir. Et si tu ne nous donnes pas, d'ici demain, tu vas entendre l'écho. Hein? Elle dit que je vais venir. Je serai même la première à la réunion. Vous allez me trouver avec ma chèvre. Ah, ok, d'accord. Le jour-là, la bonne dame ne parle même pas. C'est-à-dire, on l'a appelée fatiguée en esprit, comme machin truc. La fille a dit que, ben, je ne parle pas. Faites de moi ce que vous voulez. Je n'ai rien, personne à donner. C'est ainsi que le jour, elle savait qu'on devait prendre la chèvre, entre guillemets. Elle décide d'aller au champ, pour ne pas assister à tout ce qui va se passer. Elle dit à ses filles qu'aujourd'hui, vous n'allez pas m'accompagner au champ. Restez à la maison, même la cuisine, je ne veux pas que vous... Je ne cuisinez pas, je vais rentrer cuisiner. Attendez, restez là, vous n'avez rien à faire, vous dormez, vous causez. Je ne veux même pas entendre que discute patati patata, rien. C'est pas au champ. Elle se met à travailler sur son champ. C'est ainsi que l'une de ses filles fait un malaise à la maison. Les filles, elles ne comprennent pas. Mais tu étais bien là, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Elle dit, je ne me sens pas bien. La plus grande accourt, elle part appeler la voisine qui vient, maman n'est pas là. Il y a quelque chose qui se passe à la maison, on ne sait pas ce qui arrive à tel. Ça ne donne pas. Quand elle vient, elle trouve que la fille est en train de rendre l'âme, quoi. La maman fait ce qu'elle peut faire. La fille part. Ah, les cris, les lamentations, les gens se mettent à crier. Vous connaissez les villages à l'époque. Quand ça commence à crier, c'est le village, les gens sortent de partout. Ils arrivent, ouais, lamentation. Le chef arrive, mais c'est comment, la maman est où? On sait que c'est la veuve du village, donc on l'assiste. Les filles disent qu'elle est au champ, on délègue une personne que va au champ. Tu dis à la dame que il y a l'une de ses filles qui est tombée. Le gars
accourt au village avec, t'as dit, vous savez comment les gens là, ils viennent, ils courent, ils tombent sur la dame. Ouais, comme tu vois comme ça là, pardon, sois forte. Il t'a dit qu'il est tombé. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le chef demande que tu viennes. Oh, le deuil. Comment va? Tu savais, à l'époque, il n'y avait pas les morgues. Elle dit au gars, ok. Hey. Le gars dit, Kéké, ça c'est quelle façon ça? On vient annoncer à une maman que sa fille est partie, elle me dit, ok. Elle dit, ok, avance, j'arrive. Mais je dois d'abord finir mon chat. Hey. Le gars là, même les pleurs là sont finis. Les larmes ont séché. Il arrive, il dit que moi, la situation que j'ai eue là-bas, je n'arrive pas à comprendre. La dame, c'est-à-dire, ça ne lui a rien dit, ni chaud, ni froid. Elle m'a juste dit, d'avance. En tout cas, on va suivre ça ici aujourd'hui. Peut-être les dires qui se disent là vont s'avérer vrais aujourd'hui. Les gens, la rumeur commence, ça chuchote dans le village. Les gens, même ceux qui ne voulaient pas venir, sont venus, se sont assis. On a mis les chaises, des enfants, donné les bancs. Asseyez-vous, on attend la dame. La dame, s'il vous plaît, elle a travaillé son champ, coupé le pomme, rentré, elle vient. Elle regarde, elle dit à haute voix, ah, c'est celle-ci que vous avez choisi de prendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle part dans sa cuisine. Tout le monde croise les doigts que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va nous sortir encore le tout ici? Il y a quoi dans ce village? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait son poème, elle nettoie, elle prépare, elle finit, elle met le manioc au feu, elle finit, elle fait ainsi de suite. Elle se lave, elle revient, elle prend aussi la chaise, elle s'assoit. Puis elle dit à haute voix, non, c'est elle que vous avez choisi de prendre. Remettez mon enfant. Les gens se regardent, même les pleurs là finissent. Qu'est-ce qu'on est en train de suivre là? Elle dit, vous voulez que je me répète? Remettez ma fille. Je vous donne encore 30 minutes. Les gens sont là. Ils se regardent mutuellement. Ça chuchote, ça bavarde. Le chef du village dit, maman, qu'est-ce que tu veux par là dire? Mais sois plus clair. Elle dit, papa, asseyez-vous et regardez seulement des yeux et parlez de la bouche. Parlez des yeux et regardez de la bouche. Alors, le chef aussi a dit que je vais entendre ça, le tout aussi. Ou celle-ci, avec tout le courage, avec toute ta force, elle me dit de parler des yeux, de regarder de la bouche, comme tout le reste. Je m'assois aussi, je vais entendre. Elle dit, 30 minutes se sont écoulées. Vous ne remettez pas mon enfant, remettez ma fille. Et vous avez pris celle que j'aime le plus. C'est une histoire de quoi? Vous ne remettez pas, vous ne remettez pas. Elle entre dans son grenier. Elle sort la marmite, la fameuse marmite, Elle ouvre. Toi, prends la jambe de ton mari. Toi, prends le genou de ton neveu. Toi, prends le bras de machin. Toi, prends. Les 10 sorciers étaient là à pleurer avec eux, avec les gens du village. Elle a remis. Elle dit que je ne vous dois plus rien. Remettez-moi ma fille. Remettez-moi ma fille. Je ne vous dois plus rien. Remettez-moi ma fille. La fille des gens disait, donc le grillard comment a crié. Le papa dit, oh non, c'est toi qui avais tué mon enfant, l'autre sœur là-bas. Non, c'est toi qui as tué ton mari. Le chef a dit, taisez-vous. L'histoire n'est pas encore finie. Attendons, on va régler leur affaire après. Que l'histoire qui a commencé ici doit finir. Remettez son enfant. Elle a besoin de remettre tout ce qu'elle vous doit. Remettez son enfant. L'un depuis, il y a deux là qui ont commencé à chuchoter entre eux là. Un d'entre eux se lève. Il part derrière la case, il vient avec une herbe là. Il frotte sur tout le corps de la fille et il frotte. Quelques minutes après, peut-être 10 ou 15 minutes, la fille commence à bouger. La main, elle commence à bouger parce que la fille n'était pas encore décédée. On devait la sacrifier dans la nuit mystiquement. On m'a bougé. Elle se m'a gratté. Parce que l'herbe dimanche, ma mère me dit qu'elle connaissait, quand elle grandissait, on lui avait montré l'herbe là. Elle ne sait pas si c'est encore là. Mais ça te fait, tu vas te gratter. Tu vas te gratter le corps à un niveau où tu peux t'arracher la peau. La fille elle se gratte, tout ça, c'est qu'elle se lève. Elle dit que je suis où le corps me démange. Le corps me démange. Qu'est-ce qu'on a fait sur moi? Pourquoi je suis là? Je suis morte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a les gens? On a seulement dit que ma fille, ça va, lève-toi. On a demandé à ses soeurs de l'habiller correctement et tout. Parce qu'on avait déjà commencé. Tu sais, au village, il y avait les morts, on te place, on te faisait des petits trucs. Bon, on dit que tes soeurs là-bas et tout. Ses soeurs sont entrées avec elle. On a demandé aux jeunes filles d'entrer dans la maison. Que tout ce qui va se passer, il ne faut pas qu'elles écoutent. Ah bon? Donc c'est vous? Le chef dit que donc c'est vous?
Dans ce village, on ne fait qu'avoir des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Donc, c'est toute une congrégation. Donc, toi qui viens mon notable, si tu es dans les histoires, machin, je dois dire, ça ne peut pas se passer comme ça. Où vous êtes là? Je ne dois même plus attendre qu'une personne est partie ici dans ce village. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont signé les accords là, tu savais, à l'époque, c'était pas trop écrit, c'était gentleman, on dit quoi en français? C'était, enfin, vous comprenez que quand tu donnais ta parole était respectée. Mais la dame, elle a fait juste une semaine, elle est décédée. À ce qui paraît, de ce que ma mère dit, ce qui paraît, c'est parce qu'elle n'a pas respecté leur contrat. Le contrat était que tu ne devrais pas trahir les membres de la confrérie. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Puisqu'elle a exposé la confrérie, la sentence était très rude. Elle est décédée, ses filles sont restées là, comme ça. Donc, c'est vous dire que vraiment, les familles, c'est pas parce que c'est ta mère ou c'est ton père ou c'est qui. Méfions-nous de tout le monde. La seule chose qui nous retient encore debout ici, c'est la prière, qu'on ne vous mente pas. C'est la prière. À l'époque, je ne sais pas si les gens priaient, mais il faut se méfier de tout le monde. Même ton propre sorcier peut dormir sur le même lit avec toi. C'est ainsi que mon histoire finit. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et commentons. La famille, je viens vous raconter ici une histoire qui a été racontée par un prêtre anglican. Bon, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, allez voir la différence entre l'église anglicane et catholique, par exemple. Les catholiques sont sous l'ordre du pape, les anglicains sous l'ordre de la reine ou du roi. Les catholiques ne se marient pas selon, je crois, le décret que Grégoire VII avait sorti. Il avait interdit le mariage des prêtres et des membres du clergé catholique. Chez les anglicains, ils se marient, ils ordonnent les femmes, mais ils ne sont pas dans le culte marial, non. Ils ne sont pas dans le culte à Marie ou bien des saints et tout ça. Bon, en tout cas, ce ex-prêtre anglicain-là a un podcast où il parle de son voyage spirituel, en fait, parce qu'il a laissé les religions en général, même la religion chrétienne. Il dit avoir découvert des choses dans certains documents secrets qu'on ne donne pas au public. Et bon. Donc, qu'est-ce que ce prêtre rencontre? Il dit qu'un jour, il était à l'église et il accueillait des malades. Et généralement, c'était le conseil aux malades et tous ces trucs-là. Alors, il dit qu'un jour, une dame entre, elle avait des cadres, donc elle avait apparemment très mal au dos et elle se déplaçait avec les cadres. Elle était accompagnée par 2 personnes, puis il voit une troisième qui vient et la troisième personne avait un air familier. Il s'est dit, bon, ça doit être, vu l'âge, ça doit être le père ou le grand-père. La personne les suit, mais à la différence, eux, ils sont allés s'asseoir sur un autre rang, une autre rangée. La personne est allée s'asseoir plus loin. Il a trouvé ça intéressant. La femme alors, quand son tour arrive, elle vient devant. Mais il dit que c'est pas pourquoi son regard était toujours attiré par cette personne-là, parce qu'il avait l'impression, quand il regardait la personne du coin de l'œil, que la personne parfois était solide et parfois devenait un peu transparent. Il s'est dit, ok, ça doit être sûrement un esprit, parce qu'il a l'habitude de voir certaines choses. Alors, quand la femme arrive, elle explique un peu tout ce qui lui arrive depuis quand elle est paralysée. Bon, parce qu'elle avait été paralysée avant après de nombreuses thérapies, elle a pu marcher avec le cadre là. Donc, elle explique tous les trucs, mais il dit qu'à un moment, une voix lui dit, demande-lui ce qu'elle reproche à son père. Il dit que ça l'a d'abord c'était un peu étrange parce qu'il a regardé, il demande, est-ce que ton grand-père, tes grands-parents sont en vie? Elle dit non, non. Il demande, ok, bon, est-ce que ton père est en vie? Il dit qu'elle a observé un changement dans elle. Elle s'est subitement renfermée ou un truc comme ça. Elle a dit non. C'est à ce moment-là qu'il lui a demandé, bon, qu'est-ce que tu reproches à ton père? La femme, il dit que dans l'attitude de la femme, elle s'était renfermée, elle avait raidi. Elle est restée, elle demande pardon. Pourquoi vous me parlez de mon père? Il dit que c'est de là que vient ton problème. Qu'est-ce que tu reproches à ton père? La femme est restée quelques instants, puis elle a éclaté en sanglots. Elle a pleuré. Ça a été difficile de la calmer même. Mais la famille, il dit quand elle s'est calmée, elle a vomi des horreurs. Elle a commencé à raconter comment son père avait abusé d'elle pendant des années.
jusqu'à quand elle est devenue adolescente. Et c'est à l'adolescence, justement, qu'elle avait souffert d'une paralysie. Un matin, comme ça, elle n'a pas pu se lever. Et c'est après de nombreuses thérapies qu'elle a même pu marcher, se lever et puis marcher avec le cadre. Et en plus de ça aussi, elle avait porté donc toute cette douleur, cette haine-là, cette rage-là, s'était concentrée dans son dos en fait, et c'est ce qui la rendait malade. Et en plus de ça, elle éprouvait ces mêmes sentiments vis-à-vis aussi de sa maman et de certains membres de sa famille, parce que quand ça avait commencé, quand elle était petite, elle était venue ensanglanter vers sa maman. Sa maman s'était dépêchée de lui donner un bain et de lui dire de la fermer. Parce que comment est-ce que les gens allaient la voir, comment les gens allaient voir son mari, comment vous vous rendez compte. Elle avait préféré être maman, elle avait préféré être femme mariée que maman, protéger son enfant. Donc cette fille avait vécu avec toute cette douleur, cette horreur-là, toute sa vie. Et effectivement, c'est ce qui avait détruit son dos. Alors le prêtre, lui, il expliquait ça, l'ex-prêtre, il expliquait ça, il disait que lors de son voyage spirituel, il est allé au Tibet, parler aux initiés là-bas, il est allé un peu partout dans le monde, même en Australie, parce que lui, il est en Australie, chez les initiés, les aborigènes d'Australie, pour qu'il lui parle un peu de l'existence, de la vie et tout ça. Et c'est comme ça, il dit que c'est comme ça qu'il a découvert qu'en fait, parfois, certaines maladies, certaines souffrances que nous avons sont liées à des choses qui nous ont été faites et on n'a pas pu se libérer de ça, ou bien que nous avons fait à quelqu'un. Alors, il était en train d'inviter les gens que même en privé avec Dieu, si on a fait du mal à quelqu'un, même en privé, quand on prie, on dit « pardonne-moi pour ceci ». Donc, nous demandons pardon à telle personne. Et le jour où nous allons rencontrer la personne, ayons le courage, même sur au téléphone ou bien en face, de demander pardon à la personne pour ce que nous avons fait. Et il disait aussi, pareil aussi pour quand quelqu'un nous a fait du mal. En privé déjà, devant Dieu, seulement avec Dieu, disons pardon à la personne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc en priant, on dit, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, je te pardonne pour ceci. C'est très important que ça n'arrive pas directement, hein, parce que cette femme-là, ça a pris du temps. Ça a pris du temps de thérapie. Elle est allée voir le psychologue et elle venait tout le temps à l'église pour causer avec le prêtre spirituellement. Ça a pris du temps pour qu'un jour, elle arrive et elle a dit plusieurs fois pardon. Elle a dit je te pardonne, elle a insulté, elle a maudit son père, je te pardonne et tout ça. Mais un jour, il dit qu'un jour elle est arrivée à l'église, c'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte qu'elle avait vraiment pardonné parce qu'elle brillait, elle illuminait, elle avait une beauté spirituelle pas possible quand elle entrait. C'est ce jour-là qu'il a su que non, elle a vraiment pardonné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok, donc j'espère que ça va aider quelqu'un. Passez une bonne journée, bye. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.